Allez, let's go. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Camille Mort, assistante en deuxième année d'imagerie à Olnivet. Aujourd'hui, on va parler un peu d'échographie, en particulier du POCUS pour vous dans le contexte des urgences. C'est une formation qui va se dérouler en 2 temps. Pour la première, on discutera d'abord des choses qui nous embêtent le plus, la physique, un peu de physique de l'écho, les artefacts. Et puis après, on fera un temps sur le POCUS abdominal. Et puis après, pour la semaine prochaine, du coup, jeudi prochain, on parlera POCUS thoracique et POCUS cardiaque avec leurs spécificités, si c'est bon pour vous. Je le dis toujours, je vais vous poser des petites questions sur le. Et vous pourrez prendre la parole si vous voulez pendant le diapo. Vous pouvez la prendre à n'importe quel moment. N'hésitez pas à m'interrompre, à poser vos questions. On est là pour ça. Et c'est toujours bienveillant. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On est là pour discuter et pour apprendre. Impeccable. Et bah go. Petit rappel de physique. Euh, c'est là vraiment la partie la plus chouette. Globalement, c'est surtout pour rappeler qu'une sonde échographique, c'est à la fois un émetteur et un récepteur, qu'elle va émettre des ondes ultrasonores. Elle va donc les envoyer et recevoir à la fois des rayons réfléchis et réfractés à chaque fois qu'elle passe un milieu différent, notamment du gaz ou du liquide. Cette onde ultrasonore, elle a une fréquence qui est particulière qui est toujours la même, qui est définie par la sonde en mégahertz. Plus la fréquence est élevée, meilleure sera la résolution, mais moins on pourra voir en profondeur et vice-versa. Et le tissu traversé, il a également une impédance qui va définir en fait la manière dont il renvoie des ultrasons et donc son échogénicité. Tout ce qui est les fluides purs, notamment l'eau et plus particulièrement chez l'animal, la bile, l'urine, ce qu'on va voir à l'intérieur des vaisseaux, la médulla aussi rénale et des glandes surrénales, est plutôt hypoéchogène. Entre deux, on trouvera la prostate, le foie, le rein, le pancréas, la graisse, cortex rénal, nœud lymphatique, qui sont plutôt des structures tissulaires moyennes. Et puis en hyperéchogène, on trouvera le gaz, les os, tout ce qui est minéral en fait. Également les parois, notamment d'abcès, et également la paroi aussi intestinale et la sous-muqueuse intestinale. Globalement, ça va nous servir pour régler aussi un petit peu notre échographe. Je fais quelques petits rappels au cas où. Le gain, c'est l'amplification de tous vos ultrasons. Vous avez 2 boutons normalement sur votre machine. Le gain total, qui lui va augmenter qui va amplifier les ultrasons en totalité, ce qui va donner en fait une image qui sera plus hyper échogène, mais vous allez perdre un petit peu en résolution souvent. Et vous avez aussi la courbe de gain, souvent qui est matérialisée par des petits boutons que vous allez pouvoir bouger sur des lignes parallèles, qui s'appelle la courbe de gain. À quoi ça nous sert? Donc la courbe de gain, elle doit être en position diagonale, sachant que le gain doit être peu amplifié pour les structures peu profondes et très amplifié pour les structures plus profondes, tout simplement parce qu'avec la profondeur, on a une perte des ultrasons. Ils arrivent moins bien à revenir à la sonde et donc on a besoin d'augmenter la détection par la sonde via le gain. Votre focale, globalement, c'est l'endroit, la profondeur à laquelle vos ultrasons seront le plus représentatifs de ce qui se passe et pour lesquels il y aura le moins d'artefacts au niveau latéral, autour de votre structure d'intérêt. Donc, c'est pour ça que c'est important de régler votre focale à la profondeur où vous étudiez l'organe d'intérêt. La profondeur, elle est importante à réajuster juste pour que vous puissiez bien voir votre structure. Ça ne sert à rien d'avoir une structure toute petite que vous étudiez en haut de votre échographe parce qu'elle va être moins bien définie, moins bien délimitée. Donc, n'hésitez pas à ajuster votre profondeur tout au long de l'examen. La fréquence, elle est déterminée par le type de sonde que vous choisissez. La plupart du temps, ce sont des micro-convexes entre 5 et 7,5 MHz. Et après, si vous avez
la possibilité, parfois vous pouvez avoir des sondes linéaires et il y a les sondes cardiaques aussi. Et le gain Doppler, globalement, c'est la sensibilité à laquelle votre Doppler il va pouvoir détecter les flux sanguins. Donc, quand vous trouvez qu'il ne détecte pas du tout sur des gros vaisseaux, n'hésitez pas à le modifier un petit peu sur votre échographe. Souvent, ça va pouvoir mieux permettre de visualiser le Doppler dans ces gros vaisseaux. Où se trouvent les boutons, etc. Ça, malheureusement, ça change pas mal selon les échographes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner via les manuels, via les ingénieurs d'application, etc. Mais souvent, c'est quand même assez facile et c'est noté en anglais. Si vous avez des questions après, vous n'hésitez pas. On va parler directement un petit peu des artefacts. Je vais essayer d'arrêter la vidéo, sinon ça va être en continu. On va faire un artefact très classique en premier, le cône d'ombre. Donc, le cône d'ombre, c'est quand l'onde va arriver sur une surface qui va être soit très atténuante, soit réfléchissante. Donc, ça peut être soit des os, des calculs, mais aussi des corps étrangers. Le cône d'ombre, il peut avoir différents aspects. Donc, par exemple, sur la vidéo ici, on voit vraiment un cône d'ombre qu'on appelle propre, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun ultrason qui passe derrière. Ici, c'est sur un corps étranger jéjunal. Donc, la plupart du temps, c'est plutôt sur les os, les calculs, les corps étrangers qui sont vraiment bien compacts. Comme sur la photo qu'il y a en haut à droite, le côlon, il va vous faire aussi des cônes d'ombre avec les selles qui sont un petit peu compactes, qui vont vous faire des cônes d'ombre partiels. Vous voyez, on a une atténuation des ultrasons, mais ce n'est pas complètement anéchogène en profondeur. Pardon, ça c'est le cône d'ombre sale. Et les cônes d'ombre partiels, c'est vraiment pour des toutes petites structures, notamment pour, comme on peut voir ici, les lithias piéliques, sur des calculs qui sont inférieurs à 0,5 mm, parfois même sur de la graisse qui va être en mode un peu regroupée, notamment on peut en voir sur les épanchements, sur les péritonites infectieuses félines par exemple, où la graisse elle va vraiment se retrouver comme ça ammotée, ou en post-opératoire aussi, et sur des cas de fibrose. Le cône d'ombre, il apparaît aussi sur les cônes de bord, comme vous pouvez voir ici sur les extrémités du rein. Globalement, c'est quand il rencontre une surface très atténuante ou réfléchissante, arrondie, et ça va faire cet artefact ici de cône de bord qu'on peut retrouver dans plusieurs organes, notamment la vésicule biliaire ou les reins. Il ne faut pas se faire surprendre parce que parfois, ils délimitent un petit peu mal la périphérie de ces structures. Donc, pas hésiter à bouger la sonde pour bien faire tout le tour de votre organe. Je vous ai mis un petit quiz pour commencer. Je vous ai mis 3 images. S'il y a quelqu'un qui veut bien prendre la parole pour dire ce qu'il voit comme cône d'ombre, où est-ce qu'il les voit et à quoi ça lui fait penser. Alors, je sais que c'est pas facile, c'est des images fixes. Mais allez-y, vous pouvez vous lancer. Hein. En plus, c'est facile, j'en ai déjà décrit une, celle du milieu. Allez, lancez-vous les gars, c'est pour vous. Hein. Sinon, je fais comme d'hab, je le désigne. C'est horrible. Personne? Non, mais allez, moi je veux bien me lancer en première, après ça lance la série. Yes. Allez, super Lisa, merci. Du coup, Bonjour Lisa. Bonjour. Du coup, la première, je dirais qu'elle est plutôt sale. Enfin, je sais pas trop, parce que je trouve que c'est fait pas assez rien en dessous pour faire un cône propre. Ok. Mais en même temps, ça fait quand même pas tout à fait sale. Enfin bref, la première me fait mon bête déjà. D'accord. Mais ça paraît être intestinal. Ok. Alors, petite annotation sur celle-ci. C'est un nodule qui a une périphérie hyper échogène qui est péritonéale. Donc c'est plutôt de la... qu'on a trouvé chez un vieux chat. Il n'y a pas de structure autour, pas de stéatite autour. C'est vraiment posé là, un petit peu au milieu de nulle part. C'est pas les graisses
qui existe souvent, là, les petites boules de graisse qui se trimballent. Ouais, c'est ça. Oui, qui minéralise, parfait. Ouais. Nodule de stéatonécrose, Mhm. tout à Ouais. fait. Et Euh, ici, alors tu vois, un cône d'ombre sale, on considérera plutôt que c'est comme ça. ouais. Mm. Parfois, on peut avoir des petits artefacts à l'intérieur. C'est pas vraiment hypo ou anéchogène franc. Ici, c'est quand même un beau cône d'ombre. Ah ouais, ok. Il est C'est un peu... vraiment bien net, bien homogène. Donc, on considérera que lui, c'est un cône d'ombre franc sur un nodule Ok. de stéatonécrose. Ouais. Donc, à pas Ok. confondre avec un corps étranger ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste une lésion dégénérative fortuite. Ok. OK, le deuxième. Ensuite, eh ben, là, c'est là qu'on triche. On a des beaux cônes d'ombre partiels sur des minéralisations rénales, Ouais, avec des lithias. cônes de bord à droite. Parfait. Ouais, il est tout discret à gauche ici, on le voit moins, mais Mm. c'est très bien. Ces lithiases-là, alors faudrait les regarder sur le plan transverse pour savoir précisément où elles sont. Mais souvent, il y a des fois, quand elles sont vraiment petites, on a du mal à différencier si ce sont vraiment des lithiases piéliques qui se baladent dans le bassinet ou des minéralisations des récessus du bassinet. Mm. OK. Bon, vu la taille ici, il y a plus de chances que ce soit des lithiases piéliques. Ok. Et enfin, bah là, je l'avoue, je le vois. Bah, si, est-ce que la troisième, est-ce que c'était un cône d'ombre sale avec le côlon qui est sous la vessie? En fait, je vois pas Alors, trop, il y a je des vois pas chances trop le cône. effectivement que le côlon soit ici. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est les petites structures hyperéchogènes qui sont sédimentées dans la Ouais, vessie. ok. Est-ce que globalement, le cône d'ombre, là, il va être intéressant pour savoir si c'est minéralisé ou pas, notamment si Hmm. c'est des calculs ou du sédiment. Est-ce que pour Ouais. toi, ça l'est ou pas? Bah, moi, j'aurais dit que non, mais du coup, ça rentre plus trop dans la. Moi, j'aurais dit que non. Oui, c'est un peu piégeux. Hmm. Effectivement, eux, ils sont un petit peu entre les 2. Probablement qu'en dynamique, on verra un petit peu mieux. Hmm. Il y a des petits artefacts plutôt de réverbération juste en dessous. Je ne sais pas si vous voyez les petits points là qui continuent un tout petit peu, qui sont plus dans la vessie. Ici, ici, ici. Bon, c'est pas le plus facile et juste sous vraiment le sédiment, on remarque que c'est quand même un petit peu plus hypoécogène que la graisse, qu'il y a juste à côté. Hmm. Il y a probablement quand même un petit peu, un cône d'ombre sale, qui vient se mettre ici. Ok. Donc c'est probablement des minéralisés. Ok, merci. OK? Bon, c'est Hmm. plus facile en dynamique, hein. Merci beaucoup Lisa. C'est rien. De rien. Je vous ai remis les, hem les annotations, juste ici. Hem, donc oui, ici un cône d'ombre propre, partiel parce qu'il est petit, parfois ils peuvent être un petit peu atteignés et ici j'ai mis cône d'ombre partiel, mais c'est plutôt, cône d'ombre sale. Je m'excuse. Ensuite, on va passer à l'artefact de réverbération. Globalement, c'est quand les ultrasons arrivent sur une surface qui est très réfléchissante, notamment, le gaz. Ça peut aussi être, sur des minéralisations. Ce qu'on va voir, c'est une série de lignes hyperéchogènes équidistantes, comme on voit sur l'image ici. Ce qu'on dit généralement, les lignes A, quand on parle, à la T-FAST. Mais ces artefacts de réverbération, ils peuvent aussi, prendre d'autres formes, notamment les queues de comète, qu'on peut voir dans l'estomac, dans le tube digestif, et également qu'on appellera, les lignes B pour la T-FAST. Alors plus précisément, on a 2 appellations, enfin on a 2 types d'artefacts de réverbération autres que le classique là, comme on voit dans le côlon. Les lignes A, on a les lignes B qui sont en fait pas tout à fait des queues de comète comme on a l'habitude d'utiliser, mais des ring down artefacts. Et la queue de comète, globalement, ça prend à peu près le même aspect, c'est-à-dire que ces lignes très hyperéchogènes, heu, qui, heu qui sont plutôt triangulaires, qui partent enfin très loin en profondeur, à partir de la ligne d'interface. Et globalement, c'est 2 types de mécanismes différents, mais à peu près le même aspect échographique. Donc, on fera pas trop la différence nous, quand on fait nos échographies.
Comme je vous l'ai dit, ça peut être quand il rencontre, donc c'est souvent à l'interface gaz tissu ou gaz liquide, donc dans du contenu gastro-intestinal, le gaz dans un abcès, le gaz même dans le péritoine, les poumons, et ça fonctionne aussi sur les corps étrangers métalliques. OK. Donc, le principe de la réverbération, c'est que, l'onde vient sur une surface qui est très réfléchissante, qui va lui réfléchir une onde réfléchie, très intense, et la sonde va la renvoyer sur cette surface, et donc, avec des temps qui s'allongent au fur et à mesure. Globalement, après, on a le renforcement, postérieur. C'est quand les ondes arrivent sur une surface qui est peu atténuante. Notamment, c'est très bien visible sur la vessie. Donc on va avoir une structure, la plupart du temps, qui est cavitaire liquidienne, et puis en dessous, un renforcement hyperéchogène. On voit, par exemple, c'est plus marqué ici avec le kyste rénal, on voit, la bande ici qui est plus hyperéchogène qu'à côté, vraiment localisée sous la structure qui est liquidienne. Ça va pouvoir se voir sur les kystes, la vessie, la vésicule biliaire. Globalement, cet artefact, il va nous aider, surtout pour savoir si c'est bien du liquide à l'intérieur. Et ça le fait souvent quand même moins sur des structures qui sont très hypoéchogènes. Notamment, ça peut être le cas des glandes surrénales, parfois, qui peuvent être très hypoéchogènes. Mais voilà, ça nous sert à faire la différence entre du liquide et du tissu. On va aussi avoir l'artefact en miroir. C'est quand les ondes, elles arrivent sur une surface qui est large, lisse, curviligne et très réfléchissante. C'est le cas notamment, le plus connu, hein, c'est l'interface diaphragme-poumon, qui donne une image en miroir, comme on peut voir ici, du foie avec de la vésicule biliaire. Cette image, elle est construite, hein, bien sûr qu'il n'y a pas du foie avec une vésicule biliaire derrière. Ça peut être source d'erreur dans la localisation des organes, donc pas hésiter à changer de plan, passer dans d'autres coupes pour pouvoir bien voir ce qu'il y a derrière et que ça ne masque pas les structures. Petite chose importante, le fait qu'il y ait un artefact en miroir, c'est un indicateur qu'il n'y ait pas de pneumothorax ou d'épanchement pleural derrière. Sinon, en fait, on aurait cette interface, elle serait plus la même, et on n'a plus d'artefact en miroir quand on a de l'épanchement ou du pneumo. L'artefact de volume, c'est quand votre onde, elle rencontre une surface qui est large, lisse, curviligne et réfléchissante, et surtout liquidienne. En fait, c'est ce qu'on appelle les petits, la pseudo-boue. Ça doit peut-être vous arriver parfois sur vos vessies. Sur les côtés, on voit comme ça ces plages-là un petit peu plus échogènes. C'est juste parce que la focale, elle n'est pas tout à fait au bon endroit, elle est un petit peu trop profonde, et du coup, elle va considérer les tissus sur les côtés comme étant de la vessie et du contenu vésical, alors que ce n'est pas le cas. En fait, les ultrasons, quand ils vont remonter, ils vont faire croire à la sonde, entre guillemets, qu'ils sont dans la vessie, alors qu'ils sont juste à côté. Si vous avez ce souci-là, il ne faut pas hésiter à réduire le gain et bien placer la focale sur la région d'intérêt. Souvent, ça permet de les enlever et ne pas croire à de la boue biliaire ou sur la vessie du matériel échogène comme de la pyurie, enfin du pu ou de la cristallurie ou autre. OK. L'artefact de scintillement, je vous en parle, je ne sais pas si vous l'utilisez vous ou pas. C'est quand vous avez une structure qui est très réfléchissante et un petit peu rugueuse, hyper échogène, qui va souvent faire un artefact de réverbération en dessous. Et en fait, sur cet artefact de réverbération, on va mettre du flux Doppler, et ça va nous faire une alternance de bleu-rouge, comme un petit peu un scintillement de toutes les couleurs du Doppler, en profondeur de la lésion étudiée. Globalement, ça va le faire sur des calculs, des lithiases, tout ce qui est minéral, et également sur de l'air. Donc parfois, quand vous avez un doute entre une structure tissulaire qui est peut-être pas forcément vascularisée, ça peut aider à faire un peu la différence, de savoir si c'est minéralisé ou pas.
parfois dans la vessie, on peut avoir le doute entre air et calcul, notamment sur des cystites emphysémateuses, mais bon, ça reste quand même rare. La plupart du temps, quand vous verrez un artefact de scintillement, ce sera parce que c'est minéral, parce que c'est plus rare de retrouver cet artefact avec de l'air dans ces structures-là. Ok, et ben c'est tout bon pour les artefacts. Maintenant, petit test. Est-ce que quelqu'un veut se relancer et détecter les différents artefacts qu'on voit sur ces 2 images? Allez, je me lance. OK, allez, feu. Alors, à gauche, donc il y a deux types d'artefacts. Enfin, j'en vois deux, moi. OK. Un cône d'ombre sur la zone hypoécogène à droite. Ici, Ouais, là, le voilà. nodule? Ouais. Ouais, c'est ça, sur le Un nodule. cône d'ombre en dessous ou sur les côtés? Bah, je dirais en dessous. Ici? Ouais, enfin, je le Là? vois. Ouais, là, et ouais, surtout là, ouais. Et là aussi, hein? Un petit peu, ouais. Un peu OK. partout, ouais. Et aussi, il y a un cône, sur la structure qui est en dessous. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais Ici, là? ouais, voilà, ça. Ouais. Un truc. Alors, je suis nulle. J'ai oublié comment il fallait qu'on les appelle, mais Tu veux dire un artefact plutôt de réverbération qui te fait penser à de l'air, un renforcement postérieur parce que c'est une structure liquidienne ou tu peux avoir des cônes d'ombre ou est-ce que c'est des cônes d'ombre sur les côtés? plutôt sur les côtés, je dirais, sur celui-là, mais aussi. Ouais, je suis d'accord. Effectivement, on a des petits nodules, hypo ou anéchogènes, dans le pancréas qui génèrent des petits artefacts de bord ici. Bon ça, c'est normal, hein, on a une structure qui est ronde, curviligne, donc on va avoir les artefacts de bord qui viennent de chaque côté. Ça me choque pas. Pareil sur la lésion en dessous. Honnêtement, je sais plus ce que c'est, hein. C'est une bonne question, mais on a 2 types, d'artefacts. La question ici, c'est ces petits nodules dans le pancréas, est-ce qu'ils sont anéchogènes ou hypoéchogènes? Est-ce que c'est cavitaire rempli de liquide ou est-ce que c'est vraiment des nodules tissulaires? Ah, Est-ce c'est que j'aimerais le tissulaire? savoir? Oui, pourquoi? Pas parce qu'il y a pas le, heu, le renforcement postérieur, là? Ouais, sous la vessie, parfait. Ouais. Donc ça, c'est attention à pas se piéger, même pour des structures qui peuvent paraître très anéchogènes. En fait, elles sont bien tissulaires parce qu'on voit pas de renforcement postérieur en dessous, hein. Ici, ça a la même écogénicité que le pancréas à côté. Donc c'est bien des nodules hypoéchogènes du pancréas et en diagnostic différentiel, ça te fait penser à quelque chose en particulier? Bah, pou non, pas du tout. Ouais. C'est l'hyperplasie nodulaire du pancréas, qui Ah, est fréquemment retrouvée souvent sur les chats qui sont âgés. Ça peut être soit de découverte, fortuite, soit en lien avec une pancréatite chronique. ah bah, je connaissais pas du tout. Voilà, c'est cadeau. Ah bah, c'est merci beaucoup. Non, je rigole. Et on peut Ce décrire soir la à ma deuxième. garde, je veux un truc comme ça. Ouais, vous pourrez regarder maintenant dans le pancréas. Alors, c'est toujours un peu Ouais. frustrant parce que nous, les images qu'on a, je vous présente des images avec la linéaire qui sont bien définies. On a le temps de bien les faire et cetera. On n'est pas du tout dans le contexte de l'urgence. Donc, ça peut être un peu frustrant de pas toujours retrouver les mêmes images, mais c'est important que vous ayez déjà la belle image dans la tête pour pouvoir après, aller le chercher. OK, et après donc, sur la deuxième image. Et ben, je vois des cônes d'ombre sur des zones minéralisées. Oui, 2 petites, à gauche et aussi des cônes de bord, enfin sur la droite du coup. ouais, OK, ça me va. Hem Si je te dis que ce chien, c'est un jeune chien de 2 ans qui est présenté pour des troubles digestifs, vomissements aigus et je vois ça au niveau du rein, tu en penses quoi? Hem, Qu'est-ce que ça je peut être à cet endroit-là? j'en sais rien. C'est OK. Globalement, toujours bien faire attention aux vaisseaux arqués, je sais pas si ça te parle? Non Dans le plus. rein, c'est tous ces vaisseaux-là qui vont
être en périphérie de la cavité pyélique et qui, en coupe transverse, vont être très petits, très hyperéchogènes et qui vont générer un cône d'ombre. Mais ce ne sont pas des minéralisations pyéliques, ce sont juste la coupe transverse des vaisseaux arqués. Ok. Et on l'observe quand on fait la coupe longitudinale du rein. Pour s'affranchir de ça, il faut regarder le rein dans d'autres coupes. Et tu pourras vérifier qu'il n'y a pas de calcul à ce moment-là. Ok. Ok. Donc voilà, faire attention à ne pas prendre les petits vaisseaux arqués pour des calculs, alors que ce sont juste des cônes d'ombre sur des structures qui sont très denses, très petites et très hyperéchogènes. Ok. Ok. Tu as des questions en particulier? Non. Allez, vendu. Merci. Et ben, on continue. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus fun. On va parler du POCUS, donc Point of Care Ultrasound. Ça veut dire échographie vraiment. Alors, avant, on disait au chevet du patient. Mais globalement, c'est de l'échographie telle que le patient est là. Son objectif, ça va être d'optimiser la prise en charge et de pouvoir vous aiguiller assez rapidement sur ce qu'il faut faire ou non sur la suite de la prise en charge de l'animal. Une méthodologie qui sert beaucoup pour pouvoir avancer dans vos diagnostics. Ça va pas être, et ça a été prouvé sur des études scientifiques, chez l'homme comme en médecine vétérinaire, c'est que le fait d'aller à l'échographie en se disant « Oh, bah, je vais voir et je jette un coup d'œil », peu importe, je ne cherche pas spécialement quelque chose, mais j'espère trouver et voir des choses. Trouver et voir des choses à l'échographie, vous en aurez toujours. Et vous avez plus de chances de passer un coup d'écho et vous poser 1000 questions sur des choses que vous voyez et que vous ne comprenez pas forcément, que partir en ayant des questions bien précises. Par exemple, est-ce qu'il y a un pyomètre ou pas? Est-ce qu'il y a de l'épanchement ou pas? Est-ce que mes reins ils sont de taille augmentée ou pas? Est-ce que j'ai une dilatation du bassinet ou pas? Vraiment, ces questions, vous allez devoir répondre par oui, non et chercher plus précisément. Ça sera beaucoup plus facile pour vous de trouver et de pouvoir apporter des réponses via l'échographie. Donc, passez toujours bien par cette méthode. C'est une méthode très appréciée des urgentistes. Et n'hésitez pas à le faire et à le mettre en pratique. On rappelle toujours que l'écho, ça ne remplace pas un examen clinique et que c'est effectivement l'examen clinique et l'anamnèse qui doit vous amener à vous poser des questions binaires et ensuite l'échographie pourra y répondre. En quoi c'est avantageux? C'est un examen qui est, vous le savez, vous l'utilisez, je pense, assez souvent, facile, rapide, non invasif, peu coûteux, qui est réalisable sur les patients instables et notamment, vous pouvez faire l'échographie pendant que d'autres procédures sont en cours. Par exemple, la fluidothérapie, poser un cathéter, prendre une température, finir, que quelqu'un d'autre fasse l'examen clinique. Ça peut être possible pendant que vous faites, votre POCUS. Globalement, les indications du POCUS abdominal, elles vont être variées et quand même assez fréquentes. Donc, pour toute indication en cas de douleur abdominale, notamment les troubles digestifs, troubles rénaux, troubles hépatobiliaires. En traumatologie, c'est important. Il y a des études qui ont montré que sur 100 chats qui se sont fait taper par une voiture, il y a 45% des animaux qui déclenchent un épanchement abdominal. Donc, ça va être important d'aller regarder pour pouvoir le quantifier, le suivre et s'il y a vraiment hémorragie interne, pouvoir aller la prendre en charge derrière. Ça va être aussi des indications sur les patients instables, en post-opératoire, notamment sur des patients avec une anesthésie longue ou un réveil d'anesthésie difficile. Et ça va nous être utile également pour le suivi des patients et ceux sur lesquels on a détecté préalablement notamment des épanchements. Par rapport à la méthode, le plus important, c'est que votre animal il soit dans une position qui est confortable. Usuellement, on le fait en décubitus latéral, qu'il soit droit ou gauche. Si vous avez la possibilité et si vous êtes à l'aise pour le mettre sur le dos et que l'animal n'est pas instable, vous pouvez le faire. Attention à tous ceux qui sont en détresse respiratoire, bien sûr, puisque le fait qu'il soit
en décubitus dorsal, ça va diminuer leur capacité respiratoire. Et vous pouvez le faire également debout si vous êtes à l'aise avec et que vous avez appris à le faire comme ça. Ce qui est important dans n'importe quelle position, c'est toujours avoir à l'esprit que vos organes et notamment aussi les gaz et les liquides vont être fluctuants et vont pas avoir la même position selon la position de l'animal. Donc toujours bien garder ça en tête. Vous pouvez le faire avec une sonde microconvexe qui est meilleure souvent en abdos. Pour le thorax, on verra que c'est pareil d'utiliser une sonde cardiaque ou microconvexe et que c'est à votre préférence. Souvent, pas de tonte, sauf si vraiment chien hyper poilu, genre chocho ou husky. Et après, normalement, juste avec de la colle, ça suffit. Attention à ne pas en mettre trop, notamment sur les chats qui sont en état de choc parce qu'on peut rapidement générer de l'hypothermie. Mais après, sinon, et vous n'avez pas besoin de gel éco. Et après, sinon, vous pouvez en mettre suffisamment pour avoir une image de qualité. Sur l'abdominal POCUS, on a 5 fenêtres, contrairement à la FAST où on n'en avait que 4. On rajoute une fenêtre ombilicale, ici, la 5e, pour pouvoir avoir une meilleure idée de tout ce qui se passe dans l'abdomen. Globalement, la différence entre POCUS et AFAST, c'est qu'à FAST, ça va vraiment que répondre à la question est-ce qu'il y a de l'épanchement ou pas, et si oui, dans quelle fenêtre. Le POCUS, ça va un petit peu plus loin. L'idée, c'est d'apporter plus de réponses sur votre animal et la suite de sa prise en charge. Donc, vous allez pouvoir aller détecter des pyomètres, des dilatations piéliques, des mucocèles biliaires, des corps étrangers digestifs, etc. Toujours avec cette méthodologie et ces réponses plus précises. Après, effectivement, ça ne remplace pas un examen échographique réalisé par un spécialiste avec un animal qui est tenu dans une position où il ne bouge pas, en décubitus dorsal, etc. Mais donc, ça ne sera pas une évaluation complète, mais ça pourra déjà vous donner des informations clés et un petit peu plus que la FAST. Et souvent, c'est ce qu'on faisait déjà en pratique. La fenêtre 1, c'est la diaphragmatico-hépatique. Globalement, vous allez pouvoir voir plein de choses, à la fois en abdominal, donc foie, vésicule biliaire, estomac, veine cave caudale, mais également, vous allez pouvoir investiguer comme ça tout l'espace thoracique caudal, donc diaphragme, espace pleural, cœur, espace péricardique. Souvent, c'est une très bonne fenêtre pour pouvoir le faire. Et donc, c'est dans cette fenêtre-là qu'on va retrouver notre artefact en miroir. Dans la fenêtre cystocolique, vous allez pouvoir voir la vessie, la paroi abdominale, ses structures périphériques. C'est là très souvent où se loge avec la rate la plupart des épanchements abdominaux pour pouvoir mieux les détecter. La fenêtre hépatorénale, globalement, c'est la fenêtre 3e ici à droite. Vous allez pouvoir voir le lobe hépatique caudal droit, le rein droit, les intestins, la paroi abdominale. Également chez le chien, ce sera la zone où vous pourrez évaluer le pancréas. On le voit plutôt à gauche chez le chat. La fenêtre splénorénale, rate, rein gauche, intestin, paroi abdominale. Vous allez pouvoir voir. Et la fenêtre ombilicale, la dernière qu'on a ajoutée, pour la rate, les intestins et également la paroi abdo. Et comme ça, vous aurez fait déjà un bon tour avec votre animal. Les limites du POCUS, elles sont, enfin, il y en a quand même quelques-unes. C'est pas parce que vous avez un POCUS qui est négatif qu'il n'y a pas de lésions en interne, notamment des lésions qui sont plus dans le détail, etc. Donc, attention à ne pas faire le raccourci. Les épanchements, vous pouvez les manquer, notamment si votre patient il est en hypovolémie ou déshydraté. Une fois après que ce soit restauré, n'hésitez pas à le refaire si vous avez un doute, notamment sur les traumatisés, parce que vous pouvez avoir des épanchements qui se développent une fois que la volémie ou l'état d'hydratation est restauré. Et pour les brèches vésicales, ça reste quand même très difficile à voir et parfois on peut soit il y a un artefact avec le cône de Borg qui nous fait croire qu'il y en a une et il n'y en a pas, soit on ne la voit pas et il y en a une quand même. Donc attention sur ces pathologies-là à pas trop s'avancer. La plupart du temps, on aura toujours besoin d'une étude de contraste
donc où on injecte du contraste par urographie rétrograde avec une sonde urinaire. Vous sondez votre animal et on injecte du produit de contraste et ensuite on tape des radios pour pouvoir vraiment mettre en évidence cette brèche-là. Et ça marche pour vésicale et urétrale souvent aussi. Ça va nous servir aussi, comme je vous l'ai dit, pour le suivi de l'épanchement et suivi des patients sans épanchement, mais qui sont instables ou notamment après fluidothérapie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. OK. L'épanchement, donc vous avez 2 types, péritonéal, rétropéritonéal. Globalement, ce qu'on va chercher, c'est un triangle hypo à anéchogène qui va être localisé majoritairement en périphérie de la vessie, en périphérie de la rate, entre les lobes du foie. Et également en périphérie des reins. Les reins, ce sera plutôt l'épanchement rétropéritonéal que vous pourrez voir. L'épanchement rétropéritonéal, il se caractérise vraiment souvent, quand il est petit comme ici, par une fine bande anéchogène en périphérie du rein. Quand il est un petit peu plus conséquent, il va venir former un triangle avec une base large accolée au pôle caudal ou au pôle crânial du rein. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire la différence. Parfois, quand il y a des grandes quantités d'épanchement ou quand il y a les deux, c'est pas toujours facile d'arriver à faire complètement la différence. Donc, bien aller évaluer tout le reste de l'abdomen et les 2 reins pour pouvoir se faire une meilleure idée. OK. Eh ben, si vous êtes chaud, maintenant, on va passer à que des petites séquences que voyez-vous. Je vais vous faire donc au début, c'est des images, après ce sera des vidéos et s'il y a une personne qui ou même 2, hein, comme vous voulez, qui veulent bien se lancer pour décrire les anomalies qu'ils voient sur ces images et puis après, on en débriefe, on en discute. Elles vous plaisent pas celles-là? De toute façon, après on en discute ensemble, hein. L'idée, c'est de voir un peu, S'il y a vraiment personne qui veut avoir honte, moi j'ai honte pour tout le monde, si vous voulez. Déjà, il n'y a pas de raison d'avoir honte. Personne n'a à avoir honte. Non, mais vous n'êtes pas Merci, trop Élodie. courageux, hein, les copains. Non, je suis d'accord. Merci, Élodie. De rien. Alors, que voyons-nous? Alors, je Donc, te donne un petit peu plus d'infos si tu veux. À gauche, oui. c'est une image de la rate. Oui, ça j'avais vu. OK. Non, mais je sais pas parce que ça pourrait être du foie, hein, Oui, honnêtement. oui. Alors moi je pensais que c'était de la rate, donc du coup, Très bien. donc la fenêtre est ombilicale, j'imagine. Oui. Et du coup, il y a une zone hyper échogène au sein de la rate, avec un cône. Alors, je sais pas, ça fait un peu cône de bord, mais un peu trop large pour être un cône de bord. Ouais. En Et puis dessous. surtout, c'est pas sur le bord d'une structure. Ouais, c'est à moitié en dessous. Enfin, c'est assez bizarre. Et Mhm. ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une zone hyper échogène au-dessus. Et puis, Ouais. ouais, ça, j'ai du mal à À le le caractériser. caractériser. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cet artefact hyper échogène? Ben, Est-ce on qu'il est dirait qu'il y a une homogène? image en miroir, non? Enfin, il y a une espèce de superposition de Ici, là, lignes, il y a là. 2 Enfin, bandes hypo comme ça. ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça te rappelle ça? Bah, le diaphragme, non? Alors, L'image. Ou l'intestin plutôt. Enfin, je sais pas ouais, trop. Un... on a une ligne, une bande hyper échogène. Alors, effectivement, cet artefact ici, on a une atténuation des ondes, probablement parce que avec la profondeur, on perd des ultrasons. Parce que ce qu'il y a ici, c'est tout petit et avec la profondeur là et la taille de la rate, on va pas assez loin. Donc vraiment, ce qu'il y a vraiment à considérer, c'est ce triangle ici, hyper échogène en surface. Mmh. OK? Donc c'est un artefact hyper échogène avec des bandes régulières Ah, des hypoéchogènes à lignes l'intérieur. A. Les lignes A, les fameuses Exactement. lignes A, oui. Donc si ce sont des lignes A, c'est donc un artefact de De... réverbération, de gaz. Voilà, tout à fait. OK. Donc l'artefact de réverbération, il nous indique effectivement qu'il y a du gaz à cet endroit.
ou à minima une interface tissu-gaz. Mm. Qu'est-ce que du gaz vient faire? Enfin, ce gaz, il est situé où d'ailleurs, pour toi? Ben, logiquement, il devrait. Bah, enfin, je vois pas pourquoi il y aurait du gaz dans la rate, donc il serait intra-abdominal. Enfin, Voilà, péritonéal, entre quoi. la rate Ouais. et le péritoine. OK. Ouais. Donc, quelle conclusion t'en tires? Et Bah, une rupture d'IJ. ouais, on a un pneumopéritoine. Mm. Ça, c'est ma conclusion. Oui, OK. pardon. Autant Ouais, pour non, moi. mais très bien, Non, c'est je suis allée t'inquiète. trop vite. Et effectivement, ton diagnostic différentiel, comme tu l'as dit, Ouais, rupture digestive. rupture digestive ou le deuxième cas dans lequel c'est possible. Rupture urinaire, vésicale? Non? Non, Non, quand même pas. Non, pire si ah bah, une perforation externe, enfin, oui, voilà. pardon. Globalement, plaie traumatique ou Oui. notamment en post-opératoire. Mmh. OK? Par rapport aux perforations digestives, si j'ai peu de gaz, est-ce que ça va me faire penser à un endroit en particulier? Et si j'ai beaucoup de gaz, est-ce que je pense à un autre endroit du tube digestif? Alors, j'en ai aucune idée, mais j'aurais tendance à dire que s'il y a beaucoup de gaz, ce serait plutôt colique et s'il Oui, y a peu de ou gaz, ou 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 traumatique, enfin, non? ouais, ou gastrique aussi. Il y a beaucoup de gaz Gastrique, oui, également dans oui, l'estomac, évidemment, oui, oui. donc gastrique ou colique ou sécale, OK, très bien. Et Et s'il y puis a peu s'il de y a pas gaz, beaucoup de gaz, bah, grêle, quoi. ouais, exactement, parfait. C'est vendu pour moi. Bon, ça, c'est une image écho d'un post-op. Donc, c'est Mmh, juste le gaz résiduel du post-op. OK. OK. Ah oui. Et dans la vessie, Et dans la qu'est-ce qu'on vessie, on voit des aliens, heu, voit? Ouais, ils sont beaux, hein? ouais, c'est super beau. Donc il y a des structures hyper écogènes, flottants, ou des algues, j'en sais rien. D'accord. Hem, mmh, ouais, j'aurais alors, au niveau de la paroi, on a l'impression qu'il y a une perte de continuité à gauche, mais est-ce que c'est parce que c'est le côté Vilain, en dessous? un petit Ouais, peu par là? enfin non, au-dessus, enfin juste en dessous de là où tu mais ouais, Ah juste oui, là. là? Ah oui, Ouais, là où il y a ton rond, quoi. Mais comme OK. c'est le côté, est-ce que c'est fiable? Pas sûr. Pas sûr, effectivement, hein, on voit mon artefact de bord Voilà, ici, donc qui est un peu flouté, mais qui vient probablement, gêner mon interprétation de la vessie. Donc effectivement, il y a peu de chances qu'il y ait une brèche vésicale et quand je vais bouger voilà, ma sonde, la paroi, elle sera continue. Je suis ouais d'accord. et du coup, Ce matériel, on en fait quoi là? Ce matériel qui flotte dans la vessie? on en fait quoi? Et Ouais. ben, ça veut dire quoi? Mmh, C'est quoi ta question? J'ai est-ce qu'il y a un artefact associé qui peut nous indiquer est-ce que c'est enfin, quel diagnostic différentiel Ah, t'en bah fais? oui, il y a pas de cône d'onde déjà, Ouais. il y a rien dessous, Mmh. je vois pas grand chose en tout cas. Oui, je suis d'accord. Heu voilà, j'aurais tendance à dire que c'est du un truc qui est quelque chose de tissulaire. Heu, voilà. Alors après, dans mon diagnostic différentiel, je mettrais, un hématome, peut-être en OK, premier lieu et puis après tout ce qui est, tumoral, mais OK, voilà. ça marche. Ça, ce matériel dans la vessie, donc nous, on le décrit comme, un matériel écogène, ici à hyperécogène, tout ce qui est punctiforme là, tous les petits points, vous voyez, ils sont un petit peu plus blancs. Donc on va dire matériel, écogène à hyperécogène, amorphe, il a pas tellement de forme que ça, mobile. Dès que je bouge la vessie, on voit, hein, il y en a l'impression que c'est de cet aspect un peu en décomposition, comme s'il tombait un peu au fond de la vessie et sédimenté parce que, il est sédiment mon animal est sur le dos en échographie et il est sédimenté, en face dorsale de la vessie. Ce matériel-là, je suis d'accord avec toi, il est pas minéralisé, je vois pas de cône d'ombre en dessous. Si je voulais faire la différence entre quelque chose de tissulaire, vascularisé, qu'est-ce que je notamment un processus tumoral, qu'est-ce que je Un pourrais faire? Doppler? Ouais, un Doppler et si je fais un Doppler sur ça, j'ai pas grand chose hormis peut-être des artefacts de scintillement en dessous des petits éléments ici. Ça, globalement, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver chez plein d'animaux, notamment les chats. C'est pas forcément, c'est du matériel qu'on dit non vésical, non spécifique. Ça peut être plein de choses. Chez le chat, notamment, ça peut être des lipides, qui font souvent des petites particules hyperécogènes qui viennent se coller comme ça, à la paroi ventrale quand votre animal est sur le dos.
Ça peut être aussi de la cristallurie, ça peut être du pus, ça peut être des spermatozoïdes, ça peut être des protéines, ça peut être plein de choses. Donc, c'est juste un petit rappel pour se dire, on ne se fie pas forcément tout le temps à ce matériel qu'on voit à la vessie, enfin dans la vessie à l'échographie. Et c'est vraiment la cystosynthèse avec l'analyse d'urine qui va pouvoir nous apporter plus de réponses sur tout ça. Et nous, le plus important de ce qu'on doit avoir à l'écho, c'est est-ce que c'est minéralisé ou pas et est-ce que derrière, il y a une prise en charge à faire, notamment en cas de calcul. OK? OK. Eh ben, merci beaucoup pour ton courage. On va passer au deuxième. Franchement, les élèves de 4e, ils participent mieux, hein. Et c'est pas un Non, ouais, compliment, hein. c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait plein de conseils de classe dernièrement, attention. Ils sont ah, c'est pas facile en vidéo et je comprends que ce soit pas facile. Mais bon, dites-vous que moi là, je vous vois pas, C'est pas si facile on non me dit plus. pas votre ouais, je peux pas vous retrouver, hein. Et quand bien même, c'est pas grave de faire des erreurs. C'est en faisant... Ça Vaut bloque mieux faire bien. des erreurs maintenant que quand vous aurez l'animal en face de vous. Bien sûr, et c'est Et on l'occasion d'apprendre. apprend vachement plus d'une erreur que d'un truc qu'on savait très bien. C'est vrai. Allez, next. Pour vous aider, donc bon, l'image de droite, c'est un rein droit, c'est marqué. L'image de gauche, c'est une rate sur un chat. Vas-y, Julie. Non, moi, moi, je suis pas là pour ça, hein. Allez-y, les gars. T'as qu'à piocher. Bon, je peux y retourner. Quelqu'un Ah oui, Je vous peux y pouvez y retourner retourner si aussi. besoin. Allez, Lisa. On peut avoir des Super. deuxièmes rounds, c'est OK Magnifique. pour moi. Je suis pas très inspirée, mais du coup, on a des structures hyper écogènes nodulaires, entre guillemets. Carrément. Mais par contre, à la couleur de l'hypericogénicité, ça donnerait envie de dire minéralisé, mais on n'a pas de cône d'ombre, donc ça serait pas minéral. Ouais. Euh, C'est plutôt bien délimité. Il y en hmm, a plusieurs. masse tumorale hyper. Je sais pas, par exemple, quand on a des graisses hyper inflammées, ça peut devenir très blanc. Est-ce que. Je sais Ouais. pas, je pense. Est-ce qu'on peut retrouver du gras dans la rate? Je dirais que non. Ben si. Ah, bah voilà. Et c'est précisément ce que tu viens de dire. Donc effectivement, on a Ça des lipomes. Ouais, c'est ça, ce sont des myélolipomes. Donc Ok. ce sont des agglomérats de gras qui viennent se loger dans la rate. On peut en retrouver également dans le foie. Donc sur un vieux chat, quand on passe une rate comme ça et qu'on voit plein de nodules hyperécogènes bien délimités, qui sont homogènes, tous d'aspect similaire, qui déforment pas les contours de la rate, effectivement, c'est très fortement évocateur de myélolipomes. Alors ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être des granulomes sur des infections infectieuses systémiques, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Ça peut être des hématomes qui sont en train un peu de minéraliser, mais c'est pareil, c'est beaucoup plus rare. Ça peut être des nodules d'hématopoïèse extramédulaire, pareil, c'est beaucoup plus rare. Globalement, énormément de chances que vous soyez face à des myélolipomes. Donc, c'est vraiment des lésions bénignes de la rate. Donc, attention, quand on voit une rate comme ça avec des nodules hyperécogènes, ce ne sont pas des calcifications qu'il y a dedans, ce ne sont pas des processus tumoraux métastatiques, ce sont juste des myélolipomes et on n'en fait rien de plus qu'une découverte fortuite. OK? Ok. Parfait, on peut faire la deuxième. Et du coup, pour le rein droit, on voit donc une structure anécogène plutôt avec un renforcement postérieur, donc plutôt contenu liquidien, Oui, donc dilatation pyélique. ouais, Et on voit à droite une structure hyperécogène avec un cône d'ombre, donc probablement causé par un calcul urétral qui bloque. alors le calcul à cet endroit-là, tu penses Mais qu'il il est est pas au bon. Bah non, c'est Ouais, ça qui me gêne, c'est qu'il n'est pas au bon endroit. au bon endroit, tout à fait. Ce calcul, il y a Mais il y plus en de a chances peut-être qu'il soit d'autres. pyélique.
Et il y en a peut-être d'autres, exactement. Pardon, Donc ça, j'ai pas entendu. Il est où le calcul, là, tu disais? je le localise juste ici. Probablement qu'il y en a un petit deuxième juste là. Ouais. Mais Oui, celui c'est qu'on ça. voit vraiment bien, c'est celui avec le cône d'ombre. Ouais. Mm. Je suis d'accord. Donc effectivement, dilatation marquée de la cavité piélique, associée à des lithases piéliques, très grande chance qu'il y ait eu des obstructions. Globalement, pour ça, c'est quelque chose que vraiment vous pouvez voir en POCUS, en urgence. Je ne sais pas du tout si vous avez l'habitude de le faire ou pas. Vous pouvez le faire en coupe longitudinale du rein ou le plus facile, c'est en coupe transverse, juste avant que vous voyez le départ de l'urtère, là où la cavité piélique, elle vous semble plus grande. Et on mesure vraiment perpendiculaire au rein. Au-delà de 7 mm, c'est en faveur d'une obstruction urétérale. Au-delà de 13 mm, il y a très peu de chances que ça n'en soit pas une. Donc, vous vous mouillez pas trop au-delà de 13 mm à dire que vous avez une obstruction urétérale sur un chat. Attention, après, dans le diagnostic différentiel, on peut avoir des grosses pyélonéphrite, notamment des pyélonéphrite chroniques qui peuvent faire des dilatations comme ça assez marquées. Ici, sur ce chat, elle est à 12 mm et effectivement, il y avait une obstruction urétérale un petit peu plus distalement. Mm. OK? Et parfait, Ouais. parfait pour les artefacts et tout. Merci beaucoup, Lisa. Impeccable. Oui, j'insiste un peu sur les nodules spléniques. On a tendance, quand on voit une rate avec des nodules à l'intérieur, à tout de suite l'interpréter comme quelque chose de malin. Pas toujours, hein. On a énormément de nodules spléniques qui sont vraiment bénins. Et tant qu'on n'a pas ponctionné la rate, c'est difficile de faire la différence entre les deux. Les critères d'agressivité, ça va être des nodules qui sont de grande taille, hétérogènes, voire même parfois en cible, là, avec le centre hyperéchogène et le pourtour hypo, qui déforment les contours de la rate avec une stéatite périphérique et avec de l'épanchement. C'est ce qui sera le plus en faveur. Mais attention, on ne pourra jamais faire le diagnostic final sur la base de l'image. Puisque même des grosses masses spléniques qui saignent, ça peut être quand même des hémangiomes qui sont totalement bénins. OK. Et après, on va passer aux images. Alors, on va faire la première. Donc, on est dans la fenêtre splénorénale et ou ombilicale, comme vous voulez, d'un chat femelle stérilisé de 13 ans qui vient pour anorexie, vomissement et abattement d'apparition aiguë. La palpation abdominale, vous avez un chat qui est vraiment en abdomen aigu. Vous faites votre POCUS et vous observez ça. Alors, pour vous donner un petit peu plus de précision, le foie est ici, le duodénum est là, sur la fin de l'image. Et donc ici, on a l'estomac, juste au-dessus, qui vient continuer comme ceci. Et puis là, on a notre duodénum et le foie. Et donc, on part de la fenêtre splénorénale, donc à gauche, en revenant en partie médiale sur le chat. À quoi ça vous fait penser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? J'ai l'impression qu'il y a du liquide qui est pas à sa place, peut-être un épanchement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais On va le après, remettre. pas facile. Ici, on a des petits triangles anéchogènes entre le gras. On va pouvoir en retrouver ici également. Ici. Ici. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a de l'épanchement. OK. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Des structures, un peu épaissies, mais j'arrive pas À savoir précisément ce que c'est? Ouais, c'est Qui c'est? un Je vais remettre bourbier. l'image la plus parlante.
Je vais garder celle-là. Ok, donc on a effectivement une structure plutôt hypoécogène, tu es d'accord? Ouais. Assez grosse, qui est en regard de l'estomac et du duodénum. Tu l'as dit, on a des petites plages d'épanchement. Qu'est-ce que tu penses de la graisse également? Hmm. Elle est hyper écogène, elle me paraît. Ouais, Ouais. je suis d'accord, elle est hyper écogène. On voit même, elle est tellement hyper écogène qu'elle va atténuer les ultrasons. Hmm. Donc ça, c'est du cône d'ombre un peu atténué en fait, hein, qu'on va avoir là. Ok. Et cette Qu'est-ce qu'on structure peut en tissu. conclure? Comment? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors, cet organe-là qui est là, qui est donc entouré d'un petit peu de liquide, d'une graisse hyper écogène, qui est dans la fenêtre splénorénale et ombilicale, à gauche chez le chat. Hmm. Est-ce que ça te fait penser à un organe en particulier? Le pancréas, je pense. Ouais, Hmm. parfait. Et donc un pancréas hypoécogène. Alors ce pancréas, sa taille, t'en penses quoi sur cette image? Moi, je le vois jamais d'habitude. J'ai l'impression qu'il est Ouais, taille augmentée, du coup. exactement. Hmm. Il est de taille augmentée, hypoécogène. Donc tu l'as dit, avec une graisse périphérique qui est hyper Hmm. écogène et de l'épanchement. Et donc dans ton diagnostic, Une pancréatite. ouais, Hmm. pancréatite aiguë en 1, Hmm. largement devant. Autre possibilité, un petit peu moins fréquente. Hmm. Un abcès, une infection, non. Alors c'est assez rare C'est d'avoir des rare. abcès du pancréas, mais sur un chat de 13 ans, Tumoral. ouais, Hmm. Hmm. tumoral, hein, l'infiltration Ouais. à cellules rondes, donc notamment le lymphome, c'est rare, hein, honnêtement, et avec l'épanchement et la stéatite périphérique, il y a sans lésion des organes autour, Hmm. notamment sans augmentation de la taille des nœuds lymphatiques, il y a de grandes chances que ce soit juste une pancréatite aiguë. Ces images-là, elles sont très caractéristiques. On les voit plutôt chez le chien. Ça arrive aussi chez le chat. Et voilà, bien important avec la localisation et vos structures périphériques de pouvoir arriver au bon diagnostic. Mais c'est parfait comme ça. Ok. Et je vais te mettre du coup la deuxième vidéo à droite qui concerne du coup un rein qui est visualisé en coupe transverse chez un chat femelle stérilisée de 12 ans qui vient pour abattement, vomissement à l'admission. Elle est plutôt en état de choc, un petit peu déshydratée. Mhm. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a un cône d'ombre, mais Qu'on vient de voir passer ici, là. ouais, là, Je ne sais pas si je vais arriver à... il est pas très Ouais. propre. Ouais, mais il est quand même bien... Ah oui, ouais, une fois là, oui. On le suit quand même bien jusqu'au bout avec ces petites Hmm. structures hyperécogènes. Ok. Dans le rein, Ouais, ça te fait penser à quoi? une urolithiase. Parfait. Hmm. Alors après, Et après, qu'est-ce qu'il y a autour? il y a une structure liquidienne, mais j'arrive pas Ouais. à bien la délimiter. Alors, je suis en coupe transverse de mon rein Ouais, et j'ai une structure effectivement tubulaire liquidienne qui est en continuité avec mon rein. l'urtère. Ouais. Hmm. Cet urtère, il est comment? C'est l'urtère Di- proximale, ouais. Dilaté. Très bien. Hmm. Qu'est-ce que tu penses de son contenu? Oh, J'ai pas regardé. c'est bien, merci, parce que j'ai mis la réponse. Voilà. Voulant beaucoup Euh, vérifier. bah, il a l'air plutôt homogène quand même, il y a pas. Alors, il est homogène sur sa partie distale, mais Ouais, qu'est-ce qu'on pense de sa partie proximale ici? ah oui, ouais. Bah, au niveau de la zone hyperécogène qui pourrait faire penser à un calcul, il y a d'autres structures autour. J'arrive pas à bien. À bien les délimiter et bien les Ouais. suivre,
suis d'accord. Elles ont quand même plutôt l'air à l'intérieur. Mhm. Donc ici, on a notre bassinet, hein. Ouais. Hop, le bassinet, il est juste ici, en C, là, en forme de C, et puis ensuite en coupe transverse. Et puis ensuite, je vais avoir mon urtère qui se prolonge. Donc, à l'intérieur de ma cavité piélique et de début de mon urtère, j'ai effectivement un petit calcul, comme on a pu le voir ici, qui fait son Ouais. cône d'ombre. Et puis derrière, des structures écogènes à hyper écogènes qui forment pas trop de cône d'ombre. On voit que les artefacts qui sont produits, c'est plutôt à cause C'est de des la petits. bande hyper écogène Ouais. autour. Ça qui est la graisse piélique qui est hyper écogène. Et que c'est plutôt intraluminal à l'intérieur Ouais. de mon urtère. Donc un Donc, c'est peut-être. matériel qui prend pas trop de forme, qui génère pas de cône d'ombre à l'intérieur d'un urtère, sachant qu'on a une graisse périphérique hyper écogène. À quoi ça peut te faire penser? Une infection. Ouais, Vu l'anamnèse, pyélonéphrite ou qu'est-ce que ça pourrait. exactement. Ouais. Globalement, infection du tractus urinaire avec probablement une pyélonéphrite, sachant qu'ici, les signes de pyélo, donc ça va être la graisse hyper écogène là, en périphérie du bassinet. Parfois, on peut avoir un peu d'épanchement rétropéritonéal et je pense qu'on a une fine lame Ah juste oui. ici. La paroi du bassinet qui est épaissie, je sais pas si vous voyez, mais en fait, on peut la délimiter là Mhm. et elle continue après avec le trajet de l'urtère qui a une paroi qui est aussi épaissie. On peut la visualiser. Normalement, on ne visualise pas du tout la paroi du bassinet et des urtères, associée à une dilatation piélique qui reste modérée. Elle doit être ici de 6-7 mm. Par contre, une dilatation de l'urtère qui est très, Mm. très importante. Alors, il faudrait quand même, on voit quand même une lithiase piélique, donc il faudrait quand même pouvoir voir, faire l'examen abdominal complet pour exclure l'hypothèse d'une obstruction. Mais au Plus vu du loin. matériel qu'il y a à l'intérieur du bassinet, plus de chances effectivement que ce soit une pyélonéphrite. Ok, C'est tout bon. merci. Après, je ne sais pas s'il y en a qui en veulent encore, mais j'en ai encore à vous montrer. Après, je ne sais pas si on a le temps, si on n'a pas le temps, si vous êtes chaud ou pas chaud, ou comme vous voulez. Moi, j'avais juste une question pour celle d'avant sur la pyélo. Enfin, deux Ouais, questions. Bah déjà, quand tu expliques, je veux bien te croire, mais j'arrive pas du tout à reconnaître mon rein et ma cavité, et mes ok. structures. J'ai vraiment Ouais, l'impression juste d'avoir comme une intussusception ou un serpent qui rentre dans un rein. Voilà, c'est bizarre. oui, oui. Et pourquoi, si on n'a pas d'obstruction, ça dilate autant? C'est parce que le pus ne s'écoule pas dans la vessie? Euh, Globalement, avec l'inflammation, on peut avoir une dilatation de l'urtère et effectivement, avec la présence de pus, ça peut causer une obstruction à subobstruction. Ouais, tout à fait. Ok, On peut avoir ça un marche. plug de pus, D'accord. mais plus distal du coup. Ouais, ça marche, merci. Ok. Et tu disais, on retrouve pas très bien ma structure du rein. Bon, c'est normal parce que là, il est quand même très modifié. Globalement, mon rein, il est ici. Ma cavité piélique, elle est en forme de C comme ceci. J'ai ma graisse piélique hyperécogène autour et à l'intérieur, effectivement, ça va être très remanié parce que j'ai un contenu qui vient s'agglomérer, tout dans ma cavité piélique. Donc elle est plus du tout, hypoanécogène comme je peux le voir, quand j'ai, juste une obstruction, urétérale. Ok. Et ça, bon, OK. ça dépasse la conf, mais il faut enlever le rein ou ça se soigne? Non, non, globalement, normalement juste avec, un traitement classique de pyélonéphrite. Donc, souvent ça passe par, l'hospitalisation, la fluidothérapie, la mise en place d'une antibiothérapie et puis après tout le soutien, analgésique derrière. Ok. Symptomatique, il y a pas forcément besoin. Si on veut vraiment confirmer, parfois on peut faire des pyélosynthèses sur des bassinets qui sont très dilatés, mais en pratique, juste avec le traitement antibiotique, on y arrive. Et éventuellement, si ce n'était pas le cas, on pourrait flusher via une pyélosynthèse ou Ok. partir directement en chirurgie, mais je ne pense pas qu'on enlèverait le rein. Ok, très bien. Merci. De rien. Ok. Est-ce qu'il y en a un dernier qui veut se lancer sur les deux dernières ou on arrête là? Et on peut les garder pour après aussi. On fait comment, Julie? On a une deadline? On n'a pas de deadline
Après, je t'avoue, je commence à être un peu pressée moi, mais Ok. les autres, Non, mais il n'y a aucun souci, vous pouvez continuer les autres. Hein. s'il y en a un qui veut se lancer là rapidement, on le fait. Sinon on s'arrête là et puis je vous les remets pour la semaine prochaine. Ouais, on continue. Continue. Allez, Allez, c'est parti. Tant qu'on a des volontaires, on y va. Vous pouvez quitter à n'importe quel moment. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours aussi m'envoyer un mail à camille.mort@outlook.fr. J'y répondrai avec plaisir, même si parfois je prends un peu de temps. Ok, et ben si on a un dernier motivé pour cette Eh petite ben, vidéo de la vessie, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veuille le faire, sinon je le fais. allez, vendu. Du coup, oui, c'est une vessie. Ouais, Avec une zone hyper écogène au niveau de la paroi, ouais, qui n'est pas, enfin, qui ne sédimente pas du coup. Donc on peut ouais, imaginer que c'est au niveau de la partie ventrale. C'est hétérogène, je dirais quand même. ouais. Hétérogène, tu veux dire cette partie-là de la vessie? Au niveau de la paroi, dans la paroi, enfin non, au-dessus, enfin là oui, enfin ouais, Ici, non? à cet Ouais, endroit-là, ouais. ouais. Ok, Euh, Voilà, il y a une toute petite zone minéralisée là, comme tu as montré. Mais ouais. Hétérogène. voilà. Euh, Quoi d'autre? Ouais, c'est quand même vachement remanié, non? Ouais. Au niveau de la paroi. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon. La paroi au niveau dorsal, elle te semble Non, d'aspect normal? ouais, non. Enfin, ce côté-là de la paroi me semble sur une vessie. Enfin, je vois pas trop l'échelle, mais c'est pas force. Elle est pas non plus hyper remplie la vessie, donc je dirais Non. que potentiellement la paroi est pas anormale. Mhm. En tout cas, nous, à l'écho, on voit qu'elle est épaissie. Oui, Mais effectivement, hein, selon l'état de remplissage, ça peut varier, je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce voilà. qu'on en fait de cette lésion? Comment? Qu'est-ce qu'on en fait de cette lésion? Qu'est-ce qu'on en fait de cette lésion? Euh, Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on va voir dans l'autre sens déjà. Ouais. Bah déjà, on constate que potentiellement, il y a rien au niveau de l'urine qui. Enfin, l'urine, enfin, merde. Il y a un bon état de Euh, remplissage, tu veux dire? ouais, non, mais oh là là, ça va pas, c'est l'heure de ma sieste. Euh, Je comprends. le, enfin, le contenu vésical, voilà, merci, n'est Oui, pas modifié. oui, Voilà, c'était exactement il ce y que a je un voulais dire. écogène Voilà, c'est normal, je bien suis uniforme d'accord. en tout cas. Donc on Ouais, peut potentiellement se dire que c'est vraiment la paroi au sens strict oui. et que qu'est-ce qu'on en fait? Du coup, c'est quoi la question? Bah, quel est ton diagnostic différentiel Différentiel? et qu'est-ce que tu penses? Ouais. Bah, diagnostic différentiel à ce niveau-là, bah, on va partir sur un processus peut-être tumoral, même si c'est pas forcément la localisation. Enfin, on s'attendrait à plus en pôle crânial, mais voilà, ou alors sur la partie ventrale, est-ce qu'on peut imaginer un traumatisme de la paroi ou une inflammation chronique? OK, ça me va. Ou Je vais voilà. t'apporter un peu plus de précision. C'est un jeune chat mâle, castré de Ah, 5 ans, qui est présenté pour AVP. ah. Et ben voilà, on en revient sur notre traumatisme de la vessie. Ex Exactement et brèche vésicale ou pas brèche vésicale pour toi? Moi, je dirais plutôt hématome. Qu'est-ce qui te fait Bah, penser à un hématome? j'ai pas de bah, déjà, enfin, on n'a pas vu d'épanchement, enfin, je crois pas, mais Oui, oui, je suis heu, d'accord avec toi, on n'a pas vu d'épanchement. voilà et ben, c'est le fait que ce soit hétérogène, déjà Mmh mh. et puis, heu, est-ce qu'on voit ouais, non, on voit quand même bien on voit la vessie qui est délimitée au-dessus, non? Enfin, on a Hem,
Ou ça Non, la au-dessus? paroi au-dessus de l'hématome. Enfin, Ici, là? non, encore au-dessus. Au-dessus, à la limite. Ouais, voilà, par là. Non, Mais ça bon, c'est ça, bien testant. c'est. Ok. Eh ben, je sais pas. À part que c'est assez hétérogène. Voilà. Ok, ça me va. Effectivement, on a une vessie avec une paroi dorsale ici qui est plutôt épaissie. Et une fois qu'on arrive plus crânialement et ventralement, on a une paroi qui est vraiment très épaissie. Elle fait tout ça. Ici, on a une irrégularité de la paroi. La vessie, normalement, elle est quand même bien lisse, régulière. Elle n'a pas cette forme un petit peu conique là. On a une perte de structure. On a du mal à évaluer la paroi. En plus de ça, il y a un petit piqueté effectivement hyper écogène dedans. Au vu du contenu, ça représente probablement pas des minéralisations. Ça peut être soit effectivement du sang, soit éventuellement du gaz s'il y a du gaz péritonéal qui vient se mettre ici. Ok. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez très bien. Olé. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais autour de cette paroi, on va avoir un petit patch de graisse, comme ici, et puis on le voit mieux après sur le reste des images, qui va venir, olé, qui va venir se patcher en fait à l'endroit où la vessie elle est irrégulière, en forme de triangle, etc. Et ça, plus effectivement, je ne l'ai pas dit dans l'anamnèse, mais il y a une discrète quantité d'épanchement péritonéal associé. Dans le contexte d'un trauma, effectivement, c'est fortement en faveur d'une brèche vésicale. Cette image, juste pour vous dire que, enfin, cette vidéo, juste pour vous dire que les brèches vésicales, on n'en voit pas si souvent. C'est pas facile de les détecter. Les vessies, elles peuvent quand même être modérément remplies, même s'il y a une brèche. Que c'est des images qui sont assez floues et assez difficiles à interpréter, et que parfois, c'est difficile de pouvoir vraiment savoir si oui ou non il y en a une. Bon, celle-là, on le sait qu'il y en avait une parce que après, on a eu la suite des examens qui a permis de le confirmer, et l'échographie était très en faveur avec cette irrégularité de la paroi, cette hétérogénéité comme tu l'avais décrit. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, et puis vous avertir sur le fait que c'est super dur à détecter. Ok? Ok. Est-ce que tu as des questions, ou est-ce que tu es chaud pour faire le deuxième? Ouais, je suis hyper chaude. Allez, vendu. Newton, c'est un petit chien Jack Russell mâle entier de 7 ans qui est présenté pour vomissement, anorexie depuis 48 heures. Donc, on a une image hépatique là, Ouais, avec la vésicule biliaire. tout à fait. On constate qu'elle est quand même que le contenu est hétérogène, que la paroi est assez scintillante, enfin pas scintillante, mais Hyper écogène, ouais. hyper écogène, oui, merci. Voilà, avec le contenu ouais, hétérogène, elle est dilatée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce que tu penses de la graisse qui est ici? Ouais, elle est quand même elle est quand même hyper écogène. Ouais, je suis d'accord. Donc un petit peu d'inflammation entre le foie et l'estomac juste derrière, je pense. Ou c'est Oui, le duodénum? Non, c'est l'estomac. je pense que c'est l'estomac, ouais. Ouais. Oui. Donc voilà. Après, Ouais. en diagnostic différentiel, j'aurais tendance à mettre le mucocèle Ouais. biliaire. Voilà. Après, cholangite chez le chien, je sais pas trop. Plutôt Avec cholécystite, mais cholécystite, ouais. cholangite plutôt chez le chat, mais après on peut Ouais. avoir des croisements entre les deux. Mm. Ok, qu'est-ce qui te fait penser à un mucocèle biliaire? Eh ben, cette vague forme de kiwi, mais on n'y est pas du tout, mais je trouve qu'il y a quand même des masses et enfin des, Des des plages, ouais. structures rondes, ouais, des plages rondes à droite et à gauche. Ouais, Mm. effectivement.
Bon, c'est banco, hein. C'est vendu pour le mucocèle biliaire. Et puis, oui, l'anamnèse aussi, évidemment, hein. Oui, bien sûr, hein, qui Ouais. aide largement. Globalement, ça, c'est pour vous montrer qu'effectivement, les mucocèles biliaires, ils peuvent prendre des aspects, pas forcément en kiwi comme on a l'habitude de voir et qui est vraiment très spécifique. La bile, ce qui est important, c'est d'aller regarder si le matériel il est organisé. Pour précisément savoir s'il est organisé, il faut aller repérer les plages hypoécogènes là, qu'on voit un petit peu partout. C'est comme des inclusions qui vont être majoritairement en périphérie, qu'on en voit pas mal au col ici et puis surtout après au pôle crânial. Ces plages hypoécogènes ou anécogènes, ça dépend un petit peu de l'aspect. Ça représente une gélification du matériel biliaire et donc une boue biliaire organisée, donc un mucocèle. Et ça va être vraiment le plus important pour pouvoir faire le diagnostic. Donc, fiez-vous bien à ces plages-là, qui vont être donc des petites inclusions bien délimitées, souvent en périphérie, hypoécogène à anécogène. Et puis après, ce qui nous aide pour faire le diagnostic, c'est la présence de stéatite autour et puis d'épanchement péritonéal. Il y a plusieurs stades de mucocèle biliaire, vous pouvez les retrouver dans les papiers. Le kiwi, c'est effectivement le stade terminal et le plus évident, mais ça déjà, c'est déjà un stade précoce de mucocèle, enfin précoce, un stade moins avancé de mucocèle biliaire. Et quand on opère chirurgicalement et qu'on fait la cholécystectomie, on a déjà un contenu biliaire qui est gélifié avec une paroi qui est altérée. Ok, parfait pour moi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que c'est tout bon pour vous? Je ne sais pas du tout qui reste. Pour moi, tout est bon. On n'est plus qu'une petite dizaine. Allez, vendu. Eh ben, bravo aux courageux. Merci beaucoup, en tout cas, Camille. Avec plaisir. Merci à vous. Merci de votre attention et de votre participation. C'est toujours chouette. Et c'est toujours un plaisir. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me contacter. Je revois en parallèle c'est bien, j'en vois qu'on participait aussi en écrivant. C'est très cool. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon courage à vous. Et puis à la semaine prochaine pour la partie sur le thorax et le cardiaque. Merci. Merci, À la au semaine revoir. prochaine. Et bien, à la semaine Merci prochaine. beaucoup. Salut Camille. Au revoir. Bonne journée.